Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rencontre hors du commun. Ce soir, je reçois Laurent Costa. Bonsoir Laurent. Bonsoir Antoine. Alors Laurent, il paraît que l'eau est cristalline et il y a même une marque d'eau qui porte ce nom-là. Bien toi, c'est ta passion en fait, hein, c'est de découvrir les cristaux dans l'eau. D'ailleurs, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Voyage au cœur de l'eau. Voyage au cœur de l'eau, voilà. Et donc, tu as d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Masaru Emoto, le spécialiste sur le sujet, qui nous a quittés maintenant il y a 18 mois, je crois. Explique-nous un petit peu ce que représente pour toi cette goutte d'eau et qu'est-ce qui a déclenché en toi cette passion de vouloir aller au cœur même de cette cellule, voir ce qui s'y passe. En fait, c'est totalement le hasard. Un jour, j'ai acheté une revue, ça m'intéresse. Il y avait des photos au microscope de différents liquides, des alcools, en fait, vodka, gin, bière, etc. Et je trouvais ces photos très très belles. Et 2-3 mois plus tard, en faisant les courses dans un supermarché, j'ai trouvé un microscope abordable, pas d'école en fait. Donc j'ai acheté ce microscope et le jour même, j'ai congelé de l'eau sur une lame. Et le lendemain, j'ai pu observer. Donc, il y avait des formes très étranges que je n'avais jamais vues. Je ne m'intéressais pas, en fait, à l'eau. Et puis, de fil en aiguille, tous les soirs, j'observais. Et pas une super qualité d'image, mais au fur et à mesure, il y avait des expériences en observant des choses très étonnantes. Donc, au fil du temps, l'hiver, quand il fait froid, j'essaye d'observer. J'ai adapté mon poste de travail, mon outil. J'ai acheté un nouveau microscope. J'ai utilisé plusieurs au début, les 2-3 premiers hivers. Et aujourd'hui, j'ai un microscope, je dirais, de bonne qualité et un bon appareil photo. Et j'ai eu la chance d'avoir un hiver cette année, 2017, exceptionnellement froid. J'ai pu bien travailler depuis fin décembre à mi-mars. Voilà. Oui, oui, parce que alors nous on se connaît depuis déjà plusieurs années, hein, Laurent, et c'est vrai que tu voulais attendre un petit peu d'avoir des nouvelles découvertes dans tes recherches avant de venir reparler de tout ça à l'antenne. Et donc cet hiver qui a été particulièrement froid était pour toi l'opportunité de travailler beaucoup plus facilement sur ces plaquettes d'eau. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant quand on regarde ton ouvrage, quand on suit un petit peu ce que tu fais, c'est que finalement, il n'y a pas que des cristaux dans l'eau, mais toi, au fur et à mesure de tes expériences, tu as pu montrer et démontrer, hein, tu vas nous parler de ton expérience au CNRS par exemple, que les émotions de l'observateur avaient une influence sur la cristallisation de la molécule d'eau. Exactement, je dirais que l'eau est une matière vivante. Est-ce qu'on peut le dire scientifiquement? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, nous sommes constitués, suivant les organes, plus de 90% d'eau. Et on peut faire des expériences suivant l'observateur avec la même eau, on n'aura pas les mêmes résultats. Je me suis rendu compte simplement au début, en 2012, en travaillant avec l'eau de robinet de la ville, je me suis aperçu que j'ai eu un cœur en fait. Et sur la lame suivante, c'est-à-dire 2-3 minutes d'intervalle, j'ai eu un cœur mais similaire à 80%. Donc, je dirais que le protocole, avec la même eau, on ne peut pas reproduire exactement la même photo. Je pense que l'eau varie avec le temps. Donc, c'est très difficile d'avoir un protocole exactement avec la même eau qui bouge tout le temps, comme dans l'observateur. Influence énormément à son insu. Mais quand tu as eu ce cœur, c'est-à-dire que toi tu t'attendais à avoir un cœur ou la forme, tu y es tombé dessus par hasard? En général, depuis le premier hiver où je travaille très peu. L'an dernier, par exemple,
travaillé une seule journée en fait. Il y a eu une semaine de froid, mais j'ai eu un problème sur le capteur. Donc j'ai travaillé qu'un jour dans l'année, c'est pas évident. Et depuis l'hiver 2011, je me suis rendu compte que j'arrivais à je dois avoir une quinzaine de cœurs. En fait. Tous les ans, j'avais des cœurs. Et cette année, je n'ai peut-être raté, mais je n'ai pas pu observer, je n'ai pas vu de cœur. Par contre, depuis le début janvier, tous les 2-3 jours, j'avais comme des smileys en fait. Donc, je suis comme une moto en fait, je cadre ma photo. Et les gens peuvent penser que c'est de la retouche. Donc, sur certaines photos, par exemple sur ce smiley, sur le site, j'ai mis la photo originale. Il y a plein de formes à côté. Sur certaines photos, je le fais parce que c'est vrai, ça fait un peu trop quand on cadre les photos à 100%, on ne voit pas ce qui se passe tout autour. Et tout autour, il y a différents cristaux avec des formes plus ou moins similaires. Donc, ça serait intéressant de les classer par famille, je dirais, suivant comment on zoome. Si on zoome à x20, donc on peut voir 1, 2, 3 cristaux qui se ressemblent bien sûr plus ou moins. Par contre, si on zoome à x4, donc on est beaucoup plus haut, je dirais, on voit des centaines de cristaux, je dirais, dans une goutte d'eau. Donc, ça serait intéressant d'ouvrir une voie, comme faisait Kenneth Liebrecht, il classait les cristaux, mais c'était de l'eau, oui et non, c'était quand même des flocons de neige. C'est totalement différent. Tant que là, le travail qu'on a avec les motos, on prend de l'eau, que l'on congèle. Personnellement, je n'ai rien à cacher, j'ai un frigo congélateur comme toi et moi, comme tout le monde, donc il descend à moins 17. Une moto, quand on s'est rencontrés, on a parlé de tout, sauf de notre façon de travailler. Et je ne connais pas son pourquoi, donc peut-être que lui congèle différemment que mon protocole. Et que je ne peux pas descendre à moins. Enfin, je suis bloqué à moins 17 degrés. Donc c'est pas important, mais ce que je remarque sur les très belles photos d'Imoto, il y a des branches et clusters qui sont magnifiques. Par contre, à l'intérieur, il y a moins de définition. Et moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la température ou autre chose. Je dirais, j'ai des formes à l'intérieur du cristal et mes branches sont moins nettes qu'Imoto. Enfin, pas tous les deux. C'est très sympa de combiner nos techniques. Et ma technique n'est pas extraordinaire, mais propre. Avec un congélateur, à l'extérieur, on peut le réaliser. Même avec un microscope, parce que toi, effectivement, donc là, tu parlais de cette année où tu as vu une surabondance de smiley qui revenait dans ces cristaux. Il y a une photo que tu as prise il y a quelques années qui a été un petit peu le déclencheur chez toi de ces recherches, où là tu t'es dit il y a vraiment quelque chose. C'est cette photo-ci que vous pouvez retrouver effectivement sur ton site, hein, qui est le sourire de ton fils que l'on retrouve dans cette molécule d'eau. Et d'ailleurs, toi, au début, tu ne l'avais pas remarqué. C'est Imoto donc, qui te l'a fait remarquer. Exactement. Par rapport à Imoto, comme j'ai dit au début, je ne fais aucun travail sur l'eau. C'est-à-dire, je ne l'informe pas. Et même, je ne connais même pas la provenance de l'eau. Je note juste sur un cahier la provenance. Durant l'observation, je n'ai aucune idée de ce que j'observe comme type d'eau. Ça peut être de la rivière, d'une source, du robinet, etc. Ça, je ne m'en préoccupe pas. Et donc, quand j'ai rencontré Imoto au dîner de gala, on me l'a présenté, une journaliste qui faisait la traduction. Il a vu des photos sur mon téléphone. Et puis, il voulait voir. On n'a pas pu finir de discuter. Le lendemain, il avait l'exposition. Et pareil, il me demandait tout le temps de voir de nouvelles photos. Donc, j'avais pris le smiley à l'exposition. Et en fait, j'avais repéré un cœur. Sur le lobe gauche du cœur, il y avait un cristal les branches étaient plus ou moins formées. Il y a un tout petit cristal. J'avais repéré deux yeux et une bouche sur le lobe droit. Donc, en zoomant, soit c'était le cœur, des cœurs, j'en avais déjà. Donc, j'ai préféré vraiment prendre le smiley.
Là, j'étais sûr, je voyais un smiley dessus, une bouche, simplement. Donc, c'était l'hiver 2011. Quand j'ai rencontré Imoto en 2012, le lendemain, le samedi soir, le dimanche soir, pardon, on a plus eu le temps de regarder l'ensemble des photos. Et donc, sur le téléphone portable, à un moment donné, au milieu des photos d'eau, la photo de Simon apparaissait. Et c'est là qu'il a vu sur la photo de mon fils, sur la photo, il y avait une fossette sur sa joue. Et je n'avais pas fait le rapprochement sur le smiley. Effectivement, là, au même endroit, il y a une fossette que je n'avais pas vue. Et donc, c'est là que je me suis dit, wow, il s'est passé quelque chose et je ne m'étais même pas aperçu, je n'avais pas fait le rapprochement. Et je peux dire merci à Masaru pour notre week-end. On s'est bien amusé, on a bien discuté. Et il m'a marqué quelque part, on doit continuer. Imoto a ouvert une voie. Il y a d'autres pistes à découvrir. Je pense d'ailleurs à Veda Austin, qui est néo-zélandaise, qui a sorti 2 livres qu'on peut retrouver sur Internet. Ça s'appelle Ice Signature. Donc c'est un protocole, je dirais, qui ressemble plus à Imoto. Elle informe l'eau, c'est-à-dire elle met un support, une photographie, par exemple dans l'eau. Elle retire la photo ou un objet, peu importe. Elle congèle et ensuite elle prend sa photo, mais avec un téléphone portable, pas un microscope. Donc là, c'est un exemple qui se rapproche plus d'Imoto. Moi, je n'informe pas. Une seule fois, je l'ai fait, ça a marché. J'ai eu beaucoup de chance, mais je ne m'amuse pas à informer. Alors ça signifie quoi pour toi, informer l'eau? L'exemple, je l'ai fait au début, la première année, avant ma première exposition en juillet 2012. Je me suis rendu compte, le soir de vernissage, tout le monde me parlait d'Imoto, donc je disais oui. Le soir, je me suis renseigné sur Internet, j'ai acheté des livres, je ne connaissais pas du tout. Et donc, Imoto envoie des intentions, des pensées, des coupes, etc. Et quand j'ai débuté, je ne connaissais pas ces travaux-là du tout. Je faisais ça pour m'amuser le soir après le travail, à la maison, pour me changer les idées. Et en fait, je me suis rendu compte, premier hiver, sans connaître Imoto, il m'est arrivé une expérience. Par exemple, je rentre de la SPA pour adopter un chat. Un samedi à 2h, c'était, je rentre à 3h à la maison, je prends une lame, la première photo, il y avait un cristal à l'intérieur, un visage de chat. Donc, je me dis, waouh, c'est bizarre. Et puis, j'ai montré cette photo à un ami sur mon téléphone portable, et il me dit, fais-moi un poisson. Et j'avais quoi, 2 mois, 3 mois d'expérience maximum. Et pour moi, c'était impossible de réaliser un poisson. Et puis l'après-midi, au travail, j'ai réfléchi comment faire un poisson dans une goutte d'eau que je n'avais jamais vu. Donc je suis allé dans une animalerie, j'ai prélevé de l'eau d'un aquarium qui était rempli de scalaires. Je congelais le lundi soir, et le mardi soir, en rentrant du travail, à 7h30, première photo, c'était un cristal, un cristal, il y avait une forme de poisson. Sans chercher, bien loin, j'ai 5 minutes, c'est... Donc, est-ce que c'est la personne qui a voulu avoir ce poisson qu'il a créé? Je pense que le signal, l'information a été amplifiée par cette personne, moi qui ai voulu absolument ce poisson, et puis peut-être la source de l'eau qui venait d'un aquarium dont les 3 conjugués ont donné ce résultat. Donc, les travaux d'Imoto se rejoignent, et je pense qu'il faudrait que, pour valider ces travaux, peut-être que les scientifiques travaillent dessus, je ne sais pas, en tout cas. On me dit que mes travaux valident être des scientifiques, mais lesquels je ne suis pas très branché là-dessus. Ils travaillent sûrement, mais à ma connaissance, je connais personne qui fasse de travaux similaires, à part Veda Austin. Mais à un moment donné, tu as été invité au CNRS pour pouvoir justement utiliser du matos on va dire, de haute technologie par rapport à ce que toi tu peux faire dans ton garage.
et tu as réussi à reproduire devant les scientifiques un certain nombre de formes, finalement, à laquelle tu avais réfléchi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage? Ben, le deuxième hiver, Emoto en avait discuté, m'avait fait des propositions très intéressantes. Par exemple, le film, mais à l'époque, avec le microscope que j'avais, je n'avais pas les moyens de faire de la vidéo de qualité. Et puis, je voulais retrouver enfin le bout du microscope. Je n'avais pas touché le microscope durant les 8 mois, entre le printemps, l'été, l'automne. Donc, dès que je suis rentré chez moi, ça refonctionnait. Puis, au bout d'une semaine, le microscope a lâché. J'en achète un autre. Un troisième pareil, puis au bout d'un moment, ben, voilà, je ne pouvais plus travailler. Il ne faisait pas très froid l'hiver 2012-2013. Donc j'ai commencé à écrire le livre Voyage au corps de loup. Et puis je me disais, je recevais quand même des messages de gens sur Facebook qui jugeaient comme quoi ces photos étaient truquées. Donc je me suis dit, prochain microscope, et il faut que je puisse réaliser des vidéos. Et là, c'est un peu plus dur. De toute façon, il y aura toujours des personnes pour juger. Et vu que j'avais eu des propositions de la part de, je dirais, autant à l'étranger qu'en France, hein, mais je ne parle pas très bien anglais, donc j'ai accepté les propositions de CNRS. J'en ai fait plusieurs, dont un où j'ai travaillé une après-midi avec un macroscope, avec un joystick, ça a changé de différent. Donc je suis arrivé sans rien. On a pris l'eau du laboratoire. On l'a congelé en moins 77. On a mis dans une boîte isotherme parce que la salle des microscopes était au rez-de-chaussée. Et donc la personne était dans mon dos durant 2 heures. Et par hasard, par chance, un cœur est apparu. J'ai eu un peu de temps avant de le photographier, il commençait à bouger, à fondre comme ça. Donc je dirais, et je n'avais envoyé aucune intention. Alors, à hasard, chance ou subconscient? Parce que même si derrière tu n'as pas envoyé d'intention consciente, la façon dont on envoie nos messages, on envoie l'information, elle peut aussi être inconsciente. Et est-ce qu'on est plus de l'ordre de l'inconscient, quoi, du message inconscient, ou vraiment des véritables chances? Quand la chance est répétitive tous les 2 jours, je dirais. On a, c'est-à-dire un phénomène, un cœur, un smiley, un poisson, un chat. On n'est plus, c'est ça, on n'est plus dans du hasard ni de la chance, on est vraiment dans une transmission d'informations, ce qui est le principe du quantisme, hein, c'est-à-dire que l'observateur interagit avec l'environnement qu'il observe. Et bien sûr, le seul problème, je dirais, à avoir, c'est énormément de froid. Donc cet hiver, j'ai eu du froid. Franchement, je me suis régalé, mais c'était en mai durant 3 mois. Donc les derniers mois, fin février et mars, j'étais très très fatigué. J'ai eu beaucoup moins de résultats. Et le plus dur, c'est en fait de lâcher prise, hein, de ne penser à rien. Donc je fais pas. À part, je dirais, le poisson, je l'ai voulu, ça a marché. Je ne travaille tout le temps inconsciemment, je ne juge pas l'eau. C'est elle qui parle, hein. Je ne veux surtout pas l'informer, lui demander quoi que ce soit. Donc pourquoi elle me montre habituellement des cœurs et cette année, elle m'a montré dignement des smileys. Alors attends, là c'est intéressant ce que tu dis. Tu penses que c'est l'eau qui te parle et pas toi qui donne l'information à l'eau, parce que justement tu essaies d'être complètement neutre, lâché de toute intention. Donc s'il y a un cœur qui apparaît, s'il y a un smiley qui apparaît, c'est pas parce que c'est toi qui as souhaité voir apparaître ces formes-là, mais c'est parce que tu penses que l'eau a voulu t'envoyer, elle, une information. Très bonne question. Il suffit, pareil, on est tellement détaché de ce travail. Et en mois d'avril, j'ai une amie d'enfance qui m'a fait remarquer que, en fait, cet hiver, j'ai déménagé, j'habite tout seul. Donc, en fait, je n'avais plus d'amis, je dirais. Au lieu d'avoir des cœurs, symboliquement, je dirais, j'ai eu des smileys à la place.
Et j'ai eu énormément de smileys, sous des formes, bien sûr, totalement différentes. J'ai dû en produire, il me semble, 5 ou 6 sur le site Waterphoto. J'en ai, je sais pas, je vais pas compter, il y en a pas mal. Donc l'hiver prochain, ce que j'aurai, peut-être encore des smileys, je ne sais pas où vecteur, on verra bien. Ouais, mais alors, tu vois, là, si on va encore plus loin dans le raisonnement, et ça devient du coup compliqué, si tu n'informes pas l'eau, et donc si c'est l'eau qui te donne, elle, de l'information, comment est-ce qu'elle capte cette information que tu n'as pas voulu lui donner? Et donc, du coup, est-ce que l'eau a une propre conscience? Là, du coup, on commence à rentrer dans des domaines où ça, c'est vraiment du domaine de l'inconnu pour le coup. On n'a pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup d'autres recherches, vu que je ne cherche pas à parler à sa place. Par contre, je trouve qu'on a énormément de similitudes. Il faudrait faire des recherches avec d'autres scientifiques indépendants, travaillant et communiquant à travers les résultats, mais c'est sûr que l'eau capte je dirais, nos sentiments, nos pensées à notre insu. Je ne fais pas de méditation, mais quand je suis derrière le microscope, je me sens bien en tout cas. Si je ne me sens pas bien, je ne suis pas prêt mentalement, même si physiquement, quelquefois, je peux être diminué. Ça force cet hiver, durant 3 mois, je ne chauffais pas, j'étais dans une pièce où il faisait très très froid. Donc ça va, décembre, janvier, je faisais beaucoup physiquement, mais au bout de 3 mois, j'étais très très fatigué. Et donc j'ai eu moins de résultats. Donc l'eau, quelque part, ça marche moins bien. Il y a une sorte de synchronisation entre la fréquence de l'eau et tes propres fréquences que tu émets. Tu parlais de scientifiques, qu'en pensent les scientifiques français? Est-ce que par exemple tu as eu des retours de personnes que l'on connaît comme Jacques Collin? Oui, Jacques, je pense que grâce à lui, j'ai rencontré Imoto quelque part. Il m'a annoncé que Imoto devait venir en France, à Biarritz, au centre quantique, et comme par hasard, 2-3 jours après, la directrice du congrès m'a contacté pour exposer. Jacques dit que mes travaux valident les travaux des scientifiques. À l'époque, on n'a pas discuté malheureusement. Bon, j'ai rencontré Jacques plus tard, mais on n'a pas abordé ce sujet en fait. Et je ne connais pas trop les travaux de scientifiques français. De façon générale, les scientifiques s'intéressent finalement pas trop, voire même pas du tout à ce phénomène. Peut-être, je me suis quand même intéressé aux travaux d'albinistes, comme personne ne s'intéresse à nous, aux travaux du couple nu. Oui, parce qu'on parle bien de mémoire de l'eau, hein. L'homéopathie, ce serait un système qui prendrait l'empreinte de la molécule associée à la granule et qui transmettrait cette empreinte. Donc il y a quand même quelque chose derrière l'eau, elle n'est pas neutre. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques l'albiniste. Je connais des amis qui ont travaillé avec lui à l'époque, dont Bernard Sudan. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Claudine Lui. Quelques mois après, je n'ai pas pu voir son mari, Lang, qui est décédé. Mais peu importe, on a expliqué ses travaux donc, sur la mémoire de l'eau. En 1914, vous avez publié une thèse sur la mémoire de l'eau qui n'a pas été relayée, je dirais, par les scientifiques, par les médias, etc. Où il est dilué à des, je ne me rappelle plus, mais à des doses vraiment incroyables. Et plus il diluait l'eau, plus il y avait de l'information, grâce à la spectroscopie Raman. Et donc, quelque part, on boit de l'eau, je dirais, c'est tellement dilué, on boit de l'eau de l'âge des dinosaures, quelque part. Et l'information, il y en a de plus en plus. Donc, l'homéopathie, oui, il faut dire oui.
comment les travailler, je dirais. Comment les comprendre. Alors, Imoto avait fait aussi une expérience qui était très très surprenante, qui se passait autour d'un lac, où ils ont voulu à plusieurs purifier l'eau du lac. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience-là? Franchement, je n'y étais pas, je ne peux pas commenter. Je pense que l'idée est excellente, qu'il faudrait que d'autres personnes essaient de reproduire cette expérience. Elle consistait en quoi cette expérience? Parce que moi je la connais pas du tout, tu m'en as touché deux mots. Est-ce que tu peux déjà nous l'expliquer l'expérience? En quoi est-ce qu'elle consistait? Je faisais, je pense, une méditation, une bénédiction pour dépolluer ce lac. Et franchement, je n'étais pas, je ne sais pas, mais ce qu'on m'a raconté, c'est que le lac, ce que j'ai regardé sur Internet, était dépollué grâce à la pensée de ce groupe de personnes. Donc, réellement c'est vrai, pourquoi pas faire la pensée, on s'aperçoit que est amplifié plus à de personnes, plus les résultats sont là. Donc, et dans les travaux, ça se rejoint, il faut envoyer des messages positifs. Comme on fait dans la vie, on s'en aperçoit quand on travaille sur l'eau, quand on a un fond, on se sent bien. On a des résultats, si on ne se sent pas bien, ben, on n'a rien du tout. Mais pour le lac, je ne peux pas confirmer ni infirmer, mais quelque part, j'y crois. Tu penses que l'on est capable, du coup, là on est sur des pensées qui sont transmises, hein, de pouvoir carrément dépolluer de l'eau? J'ai pas de témoins qui me l'ont confirmé, mais oui, pourquoi pas. Ça serait très intéressant d'analyser l'eau avant et après. Oui, il n'y a pas plus d'expériences que cela qui ont été portées là-dessus en fait. Ouais. À ma connaissance. Mazarino est très cultivé, très ouvert, curieux et très sensible à la fois. Avec le recul, je me rends compte, il n'a pas osé me demander mon procédé. Et moi, je ne sais pas, pareil, je n'étais pas intéressé comment il faisait pour avoir d'aussi belles images, quel microscope il utilisait, quel appareil photo, et quand je voulais à combien, etc. Donc, cela, c'est un grand monsieur, et c'est un des premiers, j'avais plus de propositions à l'étranger pour travailler en France, quand il n'y avait pas de microscope, je me suis retrouvé un peu seul. Voilà. Alors, pour revenir à cette notion de dépollution de l'eau, donc finalement l'eau, elle transmet un message, elle est porteuse de messages, elle est porteuse d'informations. On peut influencer cette information et la rendre positive par la pensée, par exemple, en tout cas avec cette expérience-là, mais de la même façon, on doit pouvoir aussi la rendre négative. Donc finalement, quand on étudie l'eau que l'on consomme tous les jours, avec tous les traitements que cette eau traverse, toute la pollution atmosphérique, voilà, quoi, je sais pas, tout ce qu'il peut y avoir autour de l'eau, finalement, on doit recevoir tout un tas de messages qui sont pas forcément très bons avec cette eau qui est peut-être chargée au fur et à mesure. Bien sûr, mais c'est comme, je dirais, on mange des bonbons, des sucreries, on fume, on boit, on mange un peu n'importe quoi. Mais je dirais qu'on le fait si on s'attache à cela en se disant c'est pas bon pour la santé, c'est sûr qu'on va être malade. Quand je bois de l'eau, et j'en bois régulièrement de l'eau qui n'est pas potable parce qu'elle n'est pas traitée, elle n'est pas chlorée, etc. depuis des années. Mais je la bois en bon sens. Par contre, je ne fais pas partager boire cette eau
à des amis parce que je sais bien qu'elle n'est pas aux normes de comptabilité. D'ailleurs, cet hiver, j'ai réalisé l'ensemble des photos pour essayer de canaliser les travaux, pas partir dans tous les sens. Avant, je travaillais avec plusieurs échantillons que l'on m'envoyait. Et comment se référencer, classer, c'est trop dur pour une seule personne et il a trop d'expérience à réaliser en peu de temps. Et donc, bien sûr que l'eau reçoit des choses positives ou négatives. En tout cas, quand j'observe ou quand je bois de l'eau, c'est toujours avec le cœur, avec amour que je reçois. Et c'est ça qui est important, parce qu'en définitive, on peut devenir notre propre filtre à eau, c'est-à-dire que l'eau, justement, quand on la consomme, il faut la boire, comme tu l'as dit, en conscience, avec le cœur, en se disant que celle-ci va nous faire du bien, plutôt que de la boire sans penser à quoi que ce soit, ou en pensant même à autre chose, quoi. Bien sûr, parce que tout traitement modifie l'eau. Je dirais un traitement chimique, bactériologique. Moi, je parle modifie son cœur, son âme. Bon, bien sûr, c'est des cellules, voire des atomes, ça va plus loin, etc., etc. Donc, tout traitement modifie cette eau qui est vivante, quoi. Donc, je préfère la boire, je dirais, le moins modifiée possible, la moins traitée possible, la garder la plus naturelle, comme elle est, simplement. Et la déguster, sentir un maximum de ses vibrations. Si c'est filtré, on lui retire une partie d'elle-même, je dirais. D'ailleurs, tu emploies un terme qu'on n'associe pas forcément très souvent à l'eau. En général, on dit boire de l'eau, mais on ne dit pas déguster de l'eau. Alors que toi, tu t'es déjà positionné sur une certaine, d'une certaine façon par rapport à l'eau, et quand t'en parles, du coup, tu t'en parles comme une sorte de dégustation. C'est assez. Pas comme je déguste pas l'eau comme un monologue qui déguste du vin. Quand je bois de l'eau, je sens son énergie, je veux dire. Je ne me préoccupe pas du goût, de la limpidité, tout ça. Je la sens au fond de moi. C'est vraiment quelque chose de vivant. C'est ce que je capte en premier. L'eau, elle me parle, elle a quelque chose, elle a un tempérament, je dirais. Donc ça peut pas être la même dégustation, je dirais, qu'un vin, un whisky, etc., etc. Je la considère simplement comme vivante. Donc je la respecte, je la ressens différemment, malgré que j'apprécie bien sûr le vin, etc. Qui est composé quand même de pas mal d'eau, en cherchant bien le vin. Alors, en parlant de goût, est-ce que tu connais les travaux de Jérôme Maury, qui est un ami qu'on a déjà reçu sur la chaîne et qui est passé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne Les Sentiers du Réel? D'ailleurs, je vous invite à regarder cette interview-là, qui est vraiment des plus intéressantes. Lui, en fait, il travaille sur les ondes de forme provoquées par les pyramides. Donc, il a construit une sorte de pyramide en plexiglas, hein, avec quatre faces, et il y positionne un verre d'eau au cœur de cette pyramide. Et le fait que l'eau reste dans cette pyramide pendant 12 heures ou pendant 24 heures, ça dynamiserait l'eau, et l'eau changerait de propriété. Et entre autres, tout à l'heure tu parlais de goût, le goût change, c'est-à-dire qu'elle devient un peu plus métallique, ou ferrugineuse. La consistance aussi change, elle devient un peu plus épaisse, et puis derrière il explique que ça a des impacts positifs sur le corps, sur la santé, particulièrement sur les problèmes gastriques. Donc est-ce que toi tu as étudié ce principe d'onde de forme sur l'eau? Est-ce que tu as déjà cherché des pistes de travail là-dessus? Par contre, j'ai un ami qui magnétise l'eau ou un autre liquide, par exemple un jus d'orange, du vin.
par exemple, un mauvais vin, il le garde quelques secondes dans ses mains et le vin devient de bonne qualité. Donc, et pareil, je pense que ça doit, comme tu dis, avec des ondes de forme, bien sûr, ça doit imprégner le liquide qui évolue, qui change, en bien, j'espère. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si une eau placée comme ça sous une pyramide, en cristallisation, si ça prend une forme pyramidale. Ça pourrait être rigolo à faire comme expérience. Bien sûr, mais comment juger est-ce qu'un beau cristal représente une eau de qualité? Et c'est quoi une eau de qualité? Ah oui, ça après c'est un autre débat. Est-ce que effectivement tu peux mesurer la qualité de l'eau par rapport à la forme des cristaux? Ça, c'est des expériences que toi seul puis pour mener. Donc, il pourrait peut-être faire des analyses d'un beau cristal. Est-ce qu'un beau cristal simplement veut dire que c'est une eau de qualité? À voir, à expérimenter. À expérimenter. Alors, il y a les ondes de forme, mais il y a aussi les ondes sonores, musicales, et tu as aussi une expérience un petit peu particulière entre cette cristallisation de l'eau et la musique. J'ai une vidéo qui s'appelle Eau de Copenhague, où à l'époque où j'habitais, passé un week-end, pendant plusieurs jours, parce que le week-end, tronçonné. Donc il y avait des bruits de tronçonneuse à 10 mètres du garage où je travaillais. Et tous mes échantillons, j'en avais 150 à peu près. Du jour au lendemain, ne répondaient plus, j'avais aucun résultat. Comme si j'avais passé l'eau au micro-ondes, plus rien du tout. Donc, les échantillons, pour moi, c'était de l'or en bas. Je m'en occupais, enfin bref. Et j'ai dû prendre de nouveaux échantillons de sources, rivières, robinets, etc. Même les commerces, il me fallait de nouveaux échantillons. Et un jour, je m'étais habitué à ce bruit autour de chez moi et j'avais mis un poste radio avec de la musique. Et sans faire exprès, à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que l'eau vibrait par rapport à la musique. Et j'ai fait une autre expérience, j'ai pris un de mes anciens échantillons avec la même musique et l'eau vibrait, n'était pas synchro à 100%, était synchronisée, je dirais, à 20-30% à peu près. Donc l'eau, bien sûr, ressent les vibrations extérieures dans la musique. Et tu peux vérifier, c'est Eau de Copenhague sur le site Waterphoto. Et par contre, c'est à chaque eau différente, ça marche, je ne sais pas pourquoi, suivant les eaux, je n'arrive pas, ça ne vibre pas. Pourquoi, je ne sais pas. Par contre, ça marche avec toutes sortes de musique. D'accord. Mais tu n'as pas encore pu établir un protocole je sais pas, en disant si c'est de la musique classique, du Wagner, du Bach, ça génère tel type de cristallisation, si tu mets du hardcore, ça en génère d'autres, j'en sais rien, tu vois, est-ce que... Il faudrait quand même du froid constant, parce que je n'ai pas de laboratoire, je travaille pas par rapport à la méthode, des fois je peux travailler une seule journée par an, donc j'ai une expérience. D'autres ont la chance d'avoir de froid. Ici, dans le sud de la France, c'est pas le cas. Ça se trouve, l'hiver prochain, je ferai une journée ou deux de photos, donc je me garantis. Ouais, c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est que comme tu fais ça, finalement, par passion, et je veux dire en amateur, entre guillemets, hein, sans que ce soit péjoratif, du coup, tu es limité par les conditions climatiques à une petite fenêtre de travail pendant l'année pour pouvoir continuer tes travaux. Exactement. Mais tu n'as pas eu des propositions de labos pour, je sais pas, tout simplement t'embaucher, te donner des conditions de recherche particulières. Tes travaux sont pas repris d'ailleurs ailleurs. Les textes ont été repris, puis du copier-coller. Des gens qui sont appropriés mes travaux. Donc, faut aussi faire des propositions. Je n'ai jamais signé de contrat. J'ai eu des propositions, notamment de brevets.
Mais comme j'ai dit précédemment, c'est pas parce que j'arrive à faire un cœur, je peux pas le reproduire à 100%, c'est impossible. Donc, je dirais, ce protocole n'est pas fiable pour tout le monde. Pour une seule personne, il aura tel type de résultat, une autre personne aura un autre résultat. Il n'y a pas deux cristaux identiques. C'est comme les flocons de neige, ils sont tous différents. Donc, non, je n'ai jamais signé de contrat. J'ai eu des propositions plus à l'étranger qu'en France. Mais je remercie le CNRS, Paris Sud, etc., de m'avoir aidé à me proposer le microscope. Mais en fait, le plus dur, en fait, c'est de ce travail on est derrière le microscope. En un, on est appelé par le microscope quelque part pour se sentir bien. C'est la connaissance sine qua non, et puis derrière le microscope, il faut déconnecter, comme j'écris dans le livre, passer du mode on-off. Je donne mon protocole, ce que je fais. Est-ce que quelqu'un d'autre est capable de se sentir dans le même état d'esprit, qui est simple, qui est naturel? Donc c'est pas très dur à réaliser, je pense. Même un enfant de 5 ans peut y arriver, un adulte également. Donc scientifiquement, aujourd'hui, je pense que les scientifiques quand même sont assez ouverts pour travailler là-dessus, mais je n'ai pas de retour. J'ai des propositions encore à nous toujours pour travailler, mais c'est souvent dans des langues que je ne maîtrise pas comme Mmh. Imagine 2 secondes, je vais faire un petit peu de science-fiction là pendant 2 secondes. Imagine que dans 100 ans, on soit capable, bien justement, de pouvoir transmettre de l'information, des messages dans des molécules d'eau de façon industrielle, de façon technologique. Ça pourrait devenir très rapidement venir remplacer des disques durs, des clés USB, etc. Tu vois, la capacité de stockage que pourrait avoir un centilitre d'eau, ce serait inimaginable. Tu vois, il y a pas des industriels là-dessus qui ont fantasmé un petit peu sur ce sujet-là en se disant il y a quand même peut-être quelque chose à creuser. En France, on avait Jacques Verdelis qui est allé très très loin, un peu trop loin, je dirais, à son époque, qui était un peu en avance, je dirais. Heureusement, aujourd'hui, on a donc le professeur Luc Montagnier qui reprend ses travaux, pas l'ensemble des travaux de Jacques, il y en a énormément. Si on va un peu plus loin, je dirais, on pourrait s'inspirer des travaux de Nikola Tesla, les adapter à l'eau. Il y a beaucoup de choses à réaliser. Il suffit de, je sais pas, créer un groupe de scientifiques spécialistes de l'eau. Il y en a tellement de précurseurs comme Schauberger. Faut continuer ces travaux-là dans ce niveau-là, mais il y a énormément de pistes à découvrir. Ah oui, là, puis en plus, là, tu vois, je suis en train de cogiter, je me dis, imagine, là, dans 100 ans, tu prends ton verre d'eau, tu dis, tiens, allez, je vais apprendre à piloter un avion, plop, tu mets la connaissance pilotage d'avion, tu bois ton verre d'eau, et puis ça y est, c'est fait. Ce serait génial, ça, comme système. On fait de rien au lieu de prendre un médicament, mais ça reste quand même un médicament. On pose son nom sur un CD-ROM qui a été informé. Donc, je dirais, ça reste encore un petit médicament. Au lieu d'avaler un médicament ou un verre d'eau, on peut magnétiser le verre d'eau. Comme Emoto, il était parti sur l'eau en 1965, il avait un grave problème au pied, donc il est allé voir un médecin chinois, ce que m'a confirmé Claudine Lu. Par rapport au problème qu'il avait, le docteur allait magnétiser de l'eau, il était reparti avec, et son problème au pied avait disparu, alors qu'il avait essayé toutes les thérapeutiques classiques, je dirais, qui avaient échoué. Donc c'est pour ça que Emoto avait commencé toute sa vie à partir de cette anecdote, je dirais, et il s'est donné toute sa vie à fond sur l'eau. Il a essayé plusieurs méthodes et il était très très ouvert à tout. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de pistes à défricher qu'un seul homme, c'est pas évident. J'ai eu des opportunités que j'ai saisies comme ça. J'avais un témoin, je veux dire entre guillemets, derrière moi pendant que j'observais.
Ben, c'est le niveau et le microscope. Moi, j'étais juste pour appuyer sur un joystick pour prendre la photo. Donc, pour valider, je dirais, les travaux, il y a tellement de pistes à découvrir, ça serait intéressant de se regrouper des scientifiques, des indépendants pour avancer. Ouais, ce serait vraiment intéressant que des industriels se disent qu'il y a des choses à trouver là-dessus et à investir et pouvoir faire travailler des personnes comme toi en France et ailleurs. Tu es en train de rédiger un deuxième ouvrage, c'est ça? Là, j'ai mis à jour le livre Voyage au cœur de l'eau il y a quelques mois. J'avais écrit en 2013. Et puis, mes amis scientifiques m'avaient dit que je suis allé trop loin à l'époque. Ils me disaient, dans 10 ans, tes travaux seront banals, je dirais. Donc là, on est 4 ans plus tard. Pour le moment, ça n'a pas évolué. Et pour rendre hommage à Arthur Oberecht, un ami physicien qui était à l'époque concepteur du CD-ROM pour Philips, tout ce qui me déconseillait de mettre, parce que j'allais trop loin, j'ai simplement rajouté une partie du livre original, en enlevant des photos que l'on retrouve sur le site Water Photo. L'écriture de nouveaux livres, ça prend énormément de temps, et puis j'ai pas beaucoup évolué en fait. Ça confirme, je dirais, depuis le début, ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de nouvelles. Passer du cœur, faire des smileys, par exemple, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, à part en vidéo, faire vibrer de l'eau avec de la musique. Pareil, ça a été encore un coup de chance, le hasard, mais de toute façon, quand on observe comme je fais, on peut s'attendre qu'à la chance et qu'au hasard. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça donne toujours un bon coup de pouce au bon moment. Là, par rapport à tes prochaines sessions de recherche, est-ce que tu vas t'orienter sur des sujets bien particuliers ou est-ce que tu laisses venir et tu vois ça au dernier moment? Il y a tellement d'expériences à réaliser qu'il y a trop de choses à réaliser. Donc, je pense continuer ce que je fais, c'est faire au plus simple possible, travailler avec la même eau de chez moi. Je peux pas, comme je faisais avant, travailler avec de l'eau comme ci, de l'eau comme ça, plus ou moins informé, et surtout en connaissant l'origine. Non, j'ai pas envie de me projeter plus tard, simplement avoir la chance d'avoir un microscope, un appareil photo et du froid, c'est déjà bien. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des eaux consacrées? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des eaux issues de sources je crois que le taux de pureté le plus important, c'est 95 ou 96% d'eau pure. Et voilà, est-ce que tu as déjà pu travailler avec des eaux un petit peu particulières? En mémoire, en particulier, je dirais de l'eau de gens qui redynamisent l'eau, qui traitent l'eau, bien sûr. Comment juger un beau cristal? Genre, on enlève toujours parce que le cristal est beau, donc est-ce que c'est une eau de qualité? Je n'irai pas jusque-là. C'est ce que je pense. De l'eau de Lourdes, j'ai reçu 3 échantillons au total. Sur 3 échantillons, j'ai eu le 3e échantillon de personnes différentes, à des périodes différentes. 2 échantillons qui étaient très très beaux et le 3e, j'ai jamais rien vu de spécial. D'accord. Je crois me rappeler que Patrice Marty, qui est passionné par les crop circles, alors je ne sais plus si c'est lui qui avait fait l'expérience ou si c'est une expérience qu'on lui avait lui-même rapportée, d'une bouteille d'eau qui aurait été laissée au milieu d'un crop circle pendant plusieurs heures, et ensuite la molécule a été étudiée et elle aurait pris la forme du crop. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce genre d'expérience. En cristallisation? Alors, à l'époque, je ne connaissais pas tes travaux, donc je ne saurais te dire si c'était en cristallisation ou d'une autre façon. Mais en tout cas, on retrouvait l'empreinte du crop circle en étudiant la molécule d'eau. De toute manière, je ne vois pas autrement que par la cristallisation pour pouvoir avoir ce type d'information. Écoute, bonne information, je ne sais pas. Et à voir, j'aimerais bien observer, recevoir l'échantillon.
Voilà. Bon, bah, écoutez, si vous avez de l'eau issue de crop circle, envoyez-nous là, on en fera l'étude l'hiver prochain. T'as jamais pensé à déménager, je sais pas, Canada, grand froid, chez les Inuits, ou quelque chose, tu vois, un pays où tu pourrais travailler beaucoup plus longtemps sur tes expériences? J'ai pensé, mais là, cet hiver, on a eu un hiver assez froid. Et au bout de 2 mois, mais j'étais en mai en fait. Hein. C'est pas évident de rester 3 4 mois par grand froid. Et en fait, je pense que 2 mois et demi suffisent largement. Physiquement, c'est pas évident. Et puis surtout, je n'ai pas eu de résultats à partir de mars à peu près. J'étais trop fatigué. Je me force à y aller. J'ai essayé. J'ai pas tenu le coup. J'ai vraiment, c'était très dur. J'ai eu de la chance quelquefois, mais je pouvais pas rester trop longtemps derrière le microscope. Travailler dans le comme ça, oui, quelque part, mais en vacances, je veux dire, je pars avec le microscope, l'appareil photo, 1 mois, ça suffit. Alors, en conclusion, j'aimerais te poser une question, savoir ce que toi, mais depuis toutes ces années de recherche, quelle conviction intime tu as réussi à te forger par rapport à cette molécule d'eau, par rapport à la communication qu'on peut avoir avec cette molécule d'eau? Depuis le début, j'ai pas changé de ma façon de penser, d'agir avec elle. Je trouve que nous avons des similitudes extraordinaires. C'est très simple en fait, on communique comme on fait sur Internet, entre nous, avec nos animaux, etc. Il y a bien des gens qui parlent aux arbres, à la nature. Quelque part au fond de moi, c'est évident que je lui parle, quand j'ai pas de résultats par exemple, je m'amuse derrière le microscope, je bouge la tête à droite à gauche, et, comme par exemple, un petit bonhomme apparaît, parce que coucou, t'es où, il y a quelqu'un. C'est totalement improvisé. Même moi, le premier, je me suis étonné, mais qu'est-ce que je me fais? Et puis, au bout de quelques secondes, je provoque, je dirais, il se passe quelque chose. Il y a un phénomène qui arrive. Si des fois, ben, je me sens bien, il y a du froid, tout va bien, mais pareil, je n'ai pas de résultat, donc je prends le chat, je mets sur l'épaule, hop, ça revient. Donc, c'est un protocole très simple. Et je trouve que l'eau et nous, on est en total. On est sur la même longueur d'onde, je dirais. Mais c'est un ressenti. Je ne peux pas parler ça. Je ressens simplement cette osmose entre nous deux, mais c'est chaque fois que c'est pas faut dire travail. C'est un mot qui me déplaît quand je suis à un microscope. C'est un jeu, c'est une détente, c'est un pur plaisir. Donc pour valider ça, c'est pas évident de prendre du plaisir quand entre guillemets on doit travailler. Donc c'est une parfaite communication, c'est un plaisir, un jeu à la fois. Et surtout, d'y aller tranquille. Et je me dis, qu'est-ce que tu vas me montrer aujourd'hui? Et je suis toujours dans cette phase, je n'ai pas évolué. Et là, maintenant, c'était quand même depuis le début en 2011, même si les armées ne comptent pas, comme l'an passé, une journée, mais malgré cette journée, j'ai réussi à faire quelques photos. Mais le principal, c'est de travailler sans pression. Quelqu'un qui est à l'usine, n'importe qui travaille, qui est un chef, un responsable, un directeur, ben, il travaille avec une certaine pression, même si le travail lui plaît et passionnant. Là, ce dialogue, je dirais, avec l'eau, c'est je vais quand je veux. Et c'est là où ça marche le plus. Pour faire des photos, je me suis rendu compte depuis le départ, ça ne marchait pas. Pour remettre très bien détendu, totalement détendu, et se laisser aller. Et c'est là que l'eau influence. Il nous influence, c'est pas l'être humain, la personne qui est dans le microscope, je veux ci, je veux ça. Je dis que ça marche, mais c'est pas ma façon par respect pour l'eau, de la laisser s'exprimer. Je vais pas mettre non,
informer l'eau, mettre bon, mauvais, etc. Et le tout le fait très bien. C'est pas faut pas que je prenne et je peux pas m'adapter au travail de moto. Ces photos sont tellement belles. Vas-y. Alors, c'est vrai que bon, toi, tu t'intéresses aux formes qu'il y a au cœur de l'eau, mais il y a d'autres aussi chercheurs qui s'intéressent aux formes que peut prendre l'eau. D'ailleurs, tu avais fait une exposition, on vous avait reçu dans le cadre de cette exposition ça va être miasme numéro 30, hein, que je vous invite à regarder, à retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc tu étais avec Claire, alors attends, je vais retrouver les noms. Tu étais avec Agnès Arras, avec Pascal Noémie, Claire Tress, Dominique Kubler. Ça a donné quoi cette exposition? Quel retour vous avez eu sur l'exposition Mémoire des ruisseaux? C'était dans un village, Mauriac, dans le Cantal, je crois. Une exposition qui a duré 3 semaines. Donc, les retours, je n'habitais pas la région. Et le public a bien accueilli l'exposition. Ils étaient étonnés de voir, de découvrir des formes comme ça dans l'eau. Ça, je vais avoir 20-25 personnes. Par contre, on n'a pas été, à part toi, aucun média. Dans la presse locale, on a eu un article, c'était dans une médiathèque. Tu as été le seul à montrer cette exposition, à en parler. D'accord. Dominique et les filles étaient à parler des aquaglyphes. Très intéressant. Enfin, pour moi, bien sûr, très intéressant, on parle de l'eau. Il y a peu d'expositions sur l'eau en aquaglyphe et au microscope. Même YouTube ne faisait pas d'exposition, il ne donnait que des conférences à travers le monde. Il ne vendait pas ses photos également. Bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, sur les aquaglyphes, c'est vrai que d'ailleurs, ils continuent à faire des photos magnifiques. Hein. Là, il n'y a pas très longtemps, elles nous ont posté une photo où on voit encore une sorte de petite fée qui fait un pouce comme ça dans l'eau. On voit sur une pierre une espèce de batracien aussi qui nous regarde avec un grand sourire, etc. Bon, voilà, c'est assez impressionnant. Vous comptez peut-être en refaire un jour, c'est prévu ça dans l'avenir? Bien sûr, si on nous propose quelqu'un intéressé pour voir des photos d'eau en macro comme eux ou au microscope, bien sûr qu'on serait intéressé. Oui. Ok. Bon, bien en tout cas, Laurent, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ce qu'on voulait faire découvrir au public par rapport voilà, à ces formes au cœur de l'eau. Tu as peut-être une dernière chose à rajouter? J'ai présenté le livre de Dominique, La machine du vaisseau, rencontre avec les peuples cachés, et des livres donc, de Veda Austin. Le premier qui s'appelle The Year of Molecule et le second Secret Life of Water, qu'on peut trouver sur le site internet icesignature.com. Les 2 livres sont en anglais. À part j'ai une traduction, c'est très intéressant. C'est une nouvelle découverte, une nouvelle piste qui fait du bien de voir de nouveaux travaux en anglais. En anglais. Et puis après avoir fait la pub pour les copains, ce qui est d'ailleurs très bien, toi, ton site internet, est-ce que tu peux nous le rappeler? Waterphoto.eu. Voilà, où tu postes régulièrement des informations sur tes recherches, enfin en tout cas régulièrement, sur les campagnes de recherche. Une fois tous les 2 ans en photo, et les articles une fois par an, je pense, en vidéo. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo. Il faudrait que je prenne. J'ai pas eu le temps cet hiver, j'ai beaucoup de photos. Je n'ai pas pris le temps de faire de la vidéo. Je n'ai pas pensé en fait. Avec les smileys, j'étais un peu pris par les smileys. Donc du coup, les gens qui veulent te suivre, ils font comment? Waterphoto, le site, YouTube et Facebook. Ok.
En tout cas, Laurent, je te remercie de nous avoir consacré cette soirée. En plus, on a vu le soleil se coucher derrière toi. Bon, en tout cas, le jour tombé petit à petit. C'était très sympa. Maintenant, tu vas être envahi de moustiques et de papillons. Je te dis à très bientôt. Merci Antoine. À bientôt. À bientôt. Et puis, écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pour en savoir plus, donc vous pouvez retrouver toutes les émissions sur Miasme TV sur YouTube et toutes les informations sur miasme.com. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.